Citoyens, mon patriote, rejoins le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je ne fais qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Merci de vous accueillir chez vous, les vraies voix citoyennes, comme tous les lundis, avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet, le G500. Aurélie Gros, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane Pellet. Bonsoir. Avec 1500 représentants, 1,5 million d'audiences cumulées, 40 résolutions. C'était il y a un an, c'était le sommet citoyen dans la bonne vieille ville de Marseille. Et les fondateurs Aurélie Gros, Stéphane Pellet, Arthur Moraglia, Arnaud Chiche, Patrick Courillo, Gilles Maintré, Laurent Sebag, Franca Vissière, Annie Lévy, Mozzi Conacci sont là pour en parler. On va en parler bien sûr dans un instant. On est ravis de les accueillir. Et en mission spéciale, on l'a dit, car les dirigeants présents sur le plateau ou en ligne ce soir, les fondateurs du sommet citoyen, pas moins de 8 collectifs et associations et 35 partenaires représentant près de 2 millions de sympathisants. Comme on dit trivialement, respect. Il était donc important de s'arrêter quelques instants sur ces données qui montrent l'ampleur que prend tout ce mouvement autour de l'engagement, de l'envie, de partage et de bienveillance qui fait de très nombreux Français des bénévoles, des gens dévoués et de belles personnes très souvent. Allez, bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, Stéphane, des partenaires de route depuis pas mal de temps, avec une conscience commune et surtout des résultats. Oui, mais alors je dirais que vous m'embaucheriez pas comme éditorialiste, je suis sûr, parce que j'ai mon petit accent marseillais déjà. Alors, il y a bien longtemps que vous l'avez plus. Même, hein. Mais désolé de vous le dire. Ce soir, tous ces chiffres, c'est impressionnant, mais c'est vrai qu'aussi c'est dans des circonstances particulières quand même pour la démocratie qui font que très probablement il y aura un petit peu écho de tout ça dans les prises de parole. Mais rappelez-vous d'abord, il y avait un partenaire depuis 2 ans à ce sommet qui est assez génial. Je vous laisse écouter d'ailleurs ce son. En direct de Marseille, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ouais, c'est vrai. Bienvenue dans les vraies voix, on est ravis de vous retrouver en direct de l'Arplex Canebière à Marseille pour le G500, sommet citoyen. On en parle depuis des mois et des mois et des mois avec Stéphane Pellet et avec Aurélie Gros. Philippe, on est ensemble jusqu'à 19h, ça y est, c'était le grand jour depuis jeudi. Absolument, tous les jours vous me demandez est-ce que ça va, je vous réponds que ça va toujours, mais là ça va encore mieux parce qu'on est à Marseille et on est avec nos amis du G500 citoyen. Voilà, ça c'était la minute pas très sérieuse. Et Cécile prend presque l'accent marseillais à Marseille. J'ai remarqué. Absolument pas. C'est un petit peu. C'est Cécile de Ménibus, peu cher. Voilà, ce soir, c'était un événement très émouvant et franchement, on a adoré. Et avec Aurélie, donc, on vous propose ce soir en 3 mini-débats avec des invités extraordinaires, non seulement les fondateurs, mais aussi une invitée spéciale, Mona Jaffarian, puisque il y a un petit volet international quand même. Alors, quand je dis un petit, c'est pas un petit, c'est un grand volet international à cette affaire-là. Et donc, on voulait parler des suites qui sont réservées, puisqu'en fait, à la fin d'un sommet comme ça, d'une part jugement majoritaire, puis ensuite par vote électronique, on a réussi à faire que des milliers de personnes adoptent 40 résolutions. Et ces 40 résolutions, on les a portées toute l'année, Sénat, Assemblée nationale, Premier ministre, etc. Alors vous allez me dire, dans le climat actuel, on pourrait se dire, justement... Qu'est-ce qui se passe? Il fait un peu froid. Enfin, ça s'est rafraîchi ce matin. Voilà, et donc on a un premier débat autour duquel on voudrait discuter avec vous tous ce soir, et puis avec tous ceux qui nous écoutent, c'est le combat qui est mené dans le monde entier par des gens extraordinaires, exceptionnels, dont une partie était à Marseille, à l'Artplex. D'ailleurs, vous vous souvenez, des amis de Taïwan, des amis d'Ukraine, du Maroc, de Tunisie. Et puis, Mona Jaffarian, vous étiez là, pour emblématiser quasiment autour de votre personne les droits d'une manière générale, les droits humains, mais surtout, bien sûr, les droits des femmes qui sont totalement bafoués en Iran. Donc, c'est l'occasion, Philippe, de faire un
point là-dessus. Et puis, nous avons en ligne de Marseille aussi Annie Lévy-Modiconacci, donc qui, elle, travaille... Là, vous avez pris l'accent, Modiconacci, c'est un peu corse. Oui, parce que quand je vais en Corse... Il rentre dans le costume de l'invité, c'est bien. Quand je vais en Corse, je préfère passer des vacances tranquilles. et donc, qui, au nom d'un think tank méditerranéen, donc va nous parler aussi de la situation des femmes, notamment en Tunisie. Voilà, je vous laisse avec Mona. Mona Jafarian, on vous a vu ces derniers temps, forcément, l'actualité nous a rattrapés en Iran assez régulièrement. Vous avez vu avec courage, parce que c'est toujours très courageux cet engagement sur les réseaux sociaux, dans des interviews, pour essayer en tout cas, de parler au plus largement, d'être entendu, écouté, de comprendre que il y a quand même une révolution qui se passe en Iran, une révolution de femmes et d'hommes aussi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, finalement, l'actualité est peu joyeuse puisque vous étiez les premiers à nous recevoir ici. Et déjà à l'époque, on alertait en disant qu'un régime qui ne respecte pas les droits humains, qui ne respecte pas les droits des femmes, est un régime qui finira par frapper le monde si on continue à fermer les yeux. Et malheureusement, l'actualité nous a donné raison, donc vous en êtes témoin. Et le 7 octobre est arrivé ensuite, donc par le même gouvernement et par leurs alliés. Et c'est vrai que malheureusement, la situation n'a pas changé pour les femmes et elle s'est même empirée puisque la brigade des mœurs a été déployée encore plus massivement, que la répression est encore plus féroce. Et même s'il y a eu l'épisode de l'hélicoptère qui a donc fait la une partout, ça n'empêche... Avec la mort du président iranien, on rappelle pourquoi. Voilà, Ibrahim Raïssi et le ministre des Affaires étrangères, Abdollahian. Ça ne change absolument pas ce qui est en train de se passer en Iran. La seule chose qui continue, c'est que les gens continuent à résister, continuent à mener des actions de désobéissance civile. Le régime est très très affaibli de l'intérieur aujourd'hui, notamment avec les élections qui arrivent fin juin. Et on constate, alors il y a un changement quand même, c'est qu'il y a une espèce de prise de conscience mondiale que ce régime est véritablement une menace nucléaire, terroriste et au niveau des droits humains. Et ça, je pense que c'est une petite avancée comparée à l'état de la situation il y a un an. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous sentez un courage, en tout cas, de la France, de l'Europe, justement sur ces sujets-là, où on est encore assez frileux en se disant c'est quand même un pays très vindicatif? Eh bien, malheureusement, la politique du en même temps et de l'apaisement a continué encore et encore. Et je pense que le chef de file de cette politique destructrice était Joe Biden et continue de l'être. Mais on voit une sorte d'éveil des pays européens qui, eux, constatent que la menace nucléaire est de plus en plus importante, puisque là, on a atteint 30 fois le taux autorisé par l'AIEA. Donc là, actuellement, la République islamique... Le taux d'enrichissement pour faire de l'arme nucléaire. Voilà. Donc là, ils sont capables d'en faire 3. Donc là, le niveau d'alerte est au maximum. Et encore une fois, Joe Biden voulait empêcher toute sanction contre le régime des ayatollahs. Mais l'Europe, la France et l'Allemagne ont tenu tête pour mettre des menaces très claires à l'encontre du régime. Donc pourvu que ça dure. Annie Lévy-Modiconacci, vous êtes présidente de I2M Méditerranée. Est-ce que vous entendez Mona Jafarian? Alors l'Iran, c'est pas au bord de Méditerranée, mais les événements, notamment depuis le 7 octobre, ça se passe aussi sur les bords de la Méditerranée. Vous êtes aussi pessimiste ou pas? Bonjour à tous, ravi de partager ce moment. Bien évidemment que depuis la dernier G500 l'année dernière, les choses se sont un peu durcies aussi, sur les rives de la Méditerranée, notamment en Tunisie, où la société civile est volontariste, mais le gouvernement diminue les libertés quotidiennement. Et c'est pour la raison d'ailleurs que notre ami journaliste qui était venu au G500 l'année dernière n'a préféré ne pas parler. Au jour d'aujourd'hui, je crois que la société civile est présente. Il est indispensable que ce G500 que nous avons créé avec eux, avec le Maroc également, puisse continuer. Et notre objectif avec Aurélie Gros, Stéphane Pelé et l'ensemble des cofondateurs, c'est de créer un G500 méditerranéen. C'est pas parce que c'est un peu plus difficile aujourd'hui que on baisse les bras, et notre objectif est toujours présent.
Bien évidemment, vous citez, Mona, le 7 octobre. Le 7 octobre n'a pas à donner un vent aussi de difficultés de relier les uns les autres. En parlant de la Tunisie, il y a eu aussi un événement au mois de mai dernier à la Gribar à Djerba, qui a aussi rendu plus difficile la rencontre des rives de la Méditerranée, et tout ça nous amène, je pense, à renforcer notre objectif, nos objectifs du G500, c'est de rassembler les sociétés civiles au-delà des gouvernances, et c'est ça notre enjeu, et malheureusement, les événements aujourd'hui aussi politiques en France nous amènent à renforcer nos objectifs citoyens. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Les vraies voix citoyennes, c'est jusqu'à 20h avec beaucoup d'invités ce soir et beaucoup de choses à dire, puisque là, on a envie d'entendre ces 40 résolutions avec Stéphane Pellet et Aurélie Gros. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Ah, on est dans un jour où on se souvient d'excellents souvenirs. C'était il y a pile un an à Marseille, avec vous, Cécile, avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet. À 19h19, ça donne envie d'ailleurs de manger une bouillabaisse. Je dis ça, je ne dis rien. Avec plus de 1600 associations, je rappelle quand même, à Marseille. Oui. On était 1600, c'est ça, un peu plus? Ça, c'est ce qui concerne le collectif qui est derrière toutes ces résolutions. Et puis, il est même plus important maintenant, parce que grâce à vous tous, le travail qu'on fait depuis toute l'année, on est à plutôt 2300 associations. Non, mais à l'époque, je parlais de l'époque. Bien sûr. Ah, c'est ça. Ah oui, à l'époque du son. Une époque pas si ancienne que ça, hein, ça fait pile un an. Et on a Mona Jafarian, présidente de Femmes Azadi, qui est avec nous, et Annie Lévy-Mozzi-Konachi, présidente de I2M Méditerranée. Alors, suite à cette réunion, Stéphane Pellet, il y a eu des résolutions, et en l'occurrence, une importante dans ce cas-là. 2 résolutions en fait au total, mais vous savez que dans le domaine international, c'est pas facile pour les citoyens de s'exprimer, parce qu'il y a toujours la diplomatie, la fameuse réelle politique, où on dit toujours vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est les États qui décident, et finalement il se passe rien. Donc on n'a pas dit, par exemple, résolution numéro 1, déclarer la guerre à l'Iran comme ça et régler le problème. Vous voyez, oui, c'est un peu radical, c'est clair. On a été sérieux, mais en matière de diplomatie, on a fait mieux. Oui, c'est clair. Voilà. Par contre, l'ensemble des présents ont adopté vraiment à l'unanimité 2 résolutions. La première, Annie Lévy d'ailleurs en a un petit peu parlé, lancé la préparation d'un sommet international de la société civile, mais la deuxième surtout créer au niveau international une agence de vérification des informations, et ce qu'on se disait c'est que depuis ça on s'est tous mobilisés pour lutter contre les fake news. Exactement, et Mona, Annie, peut-être vous pourriez en témoigner, et même Arthur qui est avec nous. Désormais par exemple l'AFP a un département complet check news pour justement lutter, parce que véritablement les fake news sont devenus une arme non seulement sociale, mais quasiment une arme réelle, quoi. Arthur Moraglignac qui est avec nous, un coprésident de Démocratie Ouverte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mona, justement sur cette résolution. Je pense qu'elle est vitale, puisque là aujourd'hui on voit bien de toute façon que les fake news sont principalement financés par des ingérences étrangères, donc que ce soit la République islamique d'Iran, que ce soit la Russie, et on l'a vu d'ailleurs dernièrement dans l'actualité, qui sont même prêts à créer des faits divers pour influencer l'opinion publique. Et je pense qu'il est vital, quand on voit les armées, les cyberarmées des autocrates, d'avoir en face une grosse institution comme l'AFP pour vérifier et donner les bonnes informations, puisque c'est la première source aujourd'hui de propagation et d'endoctrinement de la jeunesse, les fausses informations. Arthur Moraglia, il y a une guerre de l'information? Il y a une guerre de l'information, et non seulement ça... De l'information et de la désinformation d'ailleurs. Oui, et notamment si on passe du niveau international au niveau Union européenne, parce qu'on sort quand même d'une séquence marquée par les élections européennes, il y a un véritable sujet antidémocratique à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand vous regardez les États tels que la Hongrie depuis 2010, la Pologne depuis 2015, tous ces États qui en fait ont des programmes qu'on qualifie d'illibéraux, d'antidémocratiques, commencent bien évidemment par se construire sur une logique d'abolition de la séparation des pouvoirs, d'abus par rapport aux droits humains, et assez vite, on arrive sur cette logique de l'information, et on voit qu'à chaque fois qu'on a des partis antidémocratiques qui arrivent au pouvoir, on a une volonté soit de placer l'information comme un outil au service du gouvernement, donc un média d'État et non plus un média de service public, ou même, pire, de le faire contrôler comme ça avait été le cas avec le Fidesz, en créant une agence qui n'avait d'indépendante que le nom, justement
par le parti politique au pouvoir. Et donc, il faut que nous, on soit collectivement extrêmement vigilants là-dessus, extrêmement vigilants sur ces programmes qui sont à chaque fois antidémocratiques. Mais comment s'organiser pour cette agence, Stéphane Pellet, pour justement lutter contre les fake news? Parce que c'est vrai que l'ingérence, elle est tellement puissante et c'est difficile pour nous. L'idée, c'est de dire quand même, vous vous souvenez pour les fameuses fuites, je sais plus comment on appelle, leaks, enfin les différentes il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plein des fuites. Les fameux consortiums de nombreux médias internationaux se sont réunis et ont réussi à faire sortir des informations que sinon les États auraient totalement bloquées. Je pense que c'est la très bonne piste. Wikileaks. Voilà, par exemple, je pense que c'est la bonne piste, c'est-à-dire que les grandes agences qui ont déjà dans leur charte à l'intérieur cette obligation de vérifier, aillent beaucoup plus loin, mettre de gros moyens, parce que de toute façon, si elles ne le font pas, très bientôt, ça sera pour nos gamins d'ailleurs notamment, que ça sera TikTok pour pas les nommer, qui fera l'information. Je rebondis, Mona, quelles sont les fake news qui viennent de l'Iran, par exemple? Alors je pense que la plus belle réussite de la République islamique, et tous les médias se sont fait avoir, c'était quand ils avaient annoncé la suppression de la police des mœurs. Alors du coup, le monde entier avait repris en disant les femmes iraniennes ont gagné leur combat, la police des mœurs a été abolie. Et nous, on était complètement paniqués et on envoyait des emails à toutes les rédactions pour dire ne vous faites pas avoir. Et effectivement, c'était parti d'une fake news, d'une fausse information relayée par un petit procureur en Iran, mais qui savait que ça allait faire l'effet boule de neige. Et c'est comme si, limite, la République islamique avait été d'un coup complètement réformée, et que les femmes étaient libres. Et une semaine, 10 jours après, les journalistes ont dû s'excuser parce que justement, ils avaient relayé cette fake news. Et on en a quasiment toutes les semaines, hein, même quand on voit scène de liesse de la population iranienne, enfin, scène de deuil, des millions d'Iraniens sont dans les rues. Pour nous, c'est des fake news, parce que la réalité du terrain, c'est que c'est pas des millions d'Iraniens, c'est les milices du régime, que ce sont une population afghane payée pour être là, des Pakistanais. Donc c'est pour ça que c'est important que ce genre d'initiative soit absolument mise en place pour décrypter l'actualité et empêcher cette propagande. Annie Lévy-Modjiconachi, dans ce qui avait été décidé il y a un an, il y a un sommet international de la société civile. On en est où? Là, on est toujours dans cet objectif, mais c'est très compliqué, encore un peu plus compliqué qu'il y a un an, mais on baisse pas les bras. Et je pense que les invités qui ont participé au G500 ont été tout à fait conscients de l'importance de cette version internationale. Après, il est clair que nous avons des difficultés, et bien évidemment, et certains projets d'ailleurs qui étaient en route doivent être à nouveau remis sur le tapis. Je crois que la situation elle est dangereuse pour certaines personnes, certains citoyens, et je pense que le G500 l'a montré, peuvent être en difficulté, même en difficulté personnelle. Et je crois que aussi nous sommes là aussi pour préserver aussi nos amis qui sont engagés de cette façon. On ne doit pas les mettre en danger, et ça aussi c'est notre responsabilité. Donc il faut arriver à pouvoir décrypter ce qu'ils nous annoncent, qui peut nous paraître des fois compliqué à comprendre. La Tunisie, malheureusement, qui est pour la Méditerranée, nous paraissait s'engager dans un processus intéressant. Je crois que vous avez tous entendu cette avocate chroniqueuse qui s'est fait arrêter en pleine émission de radio. Oui. Donc nous, ça aussi, il faut qu'on l'intègre, tout en permettant des passerelles. Voilà. Et je crois que c'est un... Restez avec nous, Annie, puisque vous allez continuer. Bien entendu, on va continuer. Malheureusement, la pub nous appelle. Elle tape fort à la. Oui, c'est moi, je veux venir. Alors, bougez pas, on revient dans un instant et on continue bien sûr ces résolutions avec le G500, Aurélie Gros et Stéphane. Santé, handicap, santé, important. Handicap. Allez, à tout de suite. France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, le G500, ça y est, on est là, après un an, avec des résolutions, avec l'ensemble des invités, l'ensemble de ceux qui, aujourd'hui, ont produit, d'abord travaillent au quotidien sur ces vrais sujets, et on produit en tout cas des résolutions qu'il faut porter au plus haut sommet de l'État. On va en parler avec nos invités. On va déjà commencer par
Franca Vissière qui est avec nous, les papillons de jour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Pierrick Corillo qui est président de Handicap République et Société. Bienvenue Pierrick Corillo. Bonsoir. Arnaud Chiche que vous entendez souvent sur cette antenne, président du collectif Santé en danger. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Aurélie Gros, avec des solutions aussi à apporter. Et oui, il faut le dire, ça a été un peu le clou des résolutions du G500 puisque ça a été le grand débat, notamment sur les questions de santé, des questions de handicap. Et quand on voit la situation actuelle, on voit un mécontentement général de la part des citoyens qui s'est exprimé dans les urnes d'une façon, à mon sens, très mauvaise sur des élections. Après, c'est totalement apolitique. C'est totalement apolitique, mais pour le coup, ça montre quand même qu'il y a une volonté de la part des citoyens de changer la manière de faire les choses. Et la question de la santé avec notre célèbre Arnaud Chiche, qui fait maintenant partie des 99%, donc qui est presque une star, hein, n'est-ce pas, monsieur Arnaud Chiche, avec Pierrick Corillo, avec Franca Vissière, les papillons de jour et Handicap République et Société. On a remarqué que la santé, celle des proches, celle des personnes en situation de handicap était une priorité des Français. Le handicap, avec l'idée que désormais, c'est un scandale d'ailleurs, 12% de la population ne puisse pas vivre normalement. Oui. Voilà, c'est des choses qui ont été débattues pendant ces 3 jours, des résolutions qui ont été votées avec un taux de vote à près de 100%. C'est énorme. Hein. Et notamment, la première, en tout cas, que j'aimerais citer et pour le coup questionner Pierrick Corillo, c'est la résolution numéro 1, notamment sur l'article 1 de la Constitution. De la Constitution, vous le savez, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée et inclusive. Et c'est le « et inclusive » que le G500 porte. Cher Pierrick. On a vu que les parlementaires ont été capables d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Joli progrès. Je pense qu'on sera capable de dépasser les clivages sur le sujet dans les prochains mois et les prochaines années, j'en doute pas. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, déjà, on est toujours très étonné que ce mot, qui est une ouverture, en fait, sur pas mal de choses, n'ait jamais été évoqué jusqu'à présent. Pierrick, est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce que vous avez déjà évoqué ce sujet avant le G500? C'est un sujet qui est déjà abordé à l'international. Hein. Les Américains ont l'Accessibility Disability Act qui permet de pousser et de porter ce sujet-là partout dans leur législation. On a à l'échelon européen des choses qui bougent aussi, notamment dans les pays nordiques. Oui. Qui sont souvent très avancés sur ce type de sujet, hein, Pierrick, vous le savez. Mais c'est vrai qu'en France, pour l'instant, il n'y a pas de volonté et de courage politique sur la question. Franca, oui. Effectivement, en France, c'est plutôt l'immobilisme qu'autre chose. Nous, par exemple, à l'agence, donc nous, les papillons de jour, nous sommes une agence de communication et entreprise adaptée. Donc, dans ce cadre-là, on emploie la grande majorité de nos collaborateurs sont en situation de handicap et on reçoit aussi beaucoup de jeunes stagiaires, justement, en situation de handicap. Parce qu'on se rend compte que tous ces jeunes ont une envie d'apprentissage et d'apprendre. Et pour pouvoir justement après se lancer tout seul, parce que finalement le but d'une vie, c'est quand même l'éducation, d'essayer d'apprendre quelque chose, d'avoir un métier qui nous plaise, et après de devenir indépendant. Et ce qu'on ne permet pas à de nombreuses personnes en situation de handicap, c'est ça, c'est d'acquérir cette espèce d'indépendance qui va faire qu'ils vont pouvoir vivre leur vie. Et à côté de ça, on a l'histoire de l'accessibilité, parce que c'est bien beau de pouvoir offrir un job, mais encore faut-il que les personnes puissent arriver. Et quand vous avez des handicaps moteurs ou des handicaps cognitifs un peu importants, c'est quand même compliqué d'arriver sur votre lieu de travail ou sur votre lieu d'école, lycée ou de... Il faut rappeler aussi l'importance, quand vous êtes en situation de handicap, d'avoir un travail. Ça change vraiment votre vie. Ça change psychologiquement, tout, ça change tout. Mais pour avoir un travail, il faut aussi passer par l'éducation. Enfin, il y a toute l'école aussi. Il y a tout ce process qui est très important. Pierrick.
Ouais, si vous me permettez de réagir, effectivement, sur l'emploi, les personnes handicapées sont 2 fois plus exposées au chômage que la moyenne nationale. Le chiffre est toujours mauvais. Voilà, les chiffres sont toujours mauvais. On a les pensionnés d'invalidité qui ont souffert des réformes gouvernementales, perdant leur pension en cas de reprise d'activité. Ça a été voté par les derniers gouvernements. Donc là-dessus, il va falloir corriger le tir. Malgré les alertes associatives, rien n'a été fait. Oui, Stéphane Pellet. Et justement, peut-être avant de basculer côté santé, juste dire que derrière ces résolutions, il y a 2 principes simples. C'est soit on met en place un droit opposable, comme ce qui vient d'être dit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est simple, il y a quand même 12% de la population 15%, pardon, Pierrick, qui demande tout simplement qu'on respecte des droits. Et dans ce cas-là, la question du droit opposable, ce serait une façon ou alors il y a la Constitution, comme on le dit, et il faut juste, puisque c'est un peu le but de cette émission, de le dire. La présidente de l'Assemblée nationale, puis je finis là-dessus, a commencé un travail, a demandé, qu'on travaille sur cette affaire de l'article 1 lorsqu'elle nous a reçus. Voilà. Avant de redonner la parole à Pierrick, Arnaud Chiche, Pierrick, vous vouliez réagir? Oui, effectivement. On a aujourd'hui un lieu public sur 2 qui n'est pas accessible. Nous avions proposé lors du dernier G500 la création d'un crédit d'impôt d'accessibilité pour les TPE, PME, commerçants, artisans, et là-dessus, rien n'a été fait. J'ai eu l'occasion d'intervenir il y a quelques mois à l'ambassade des États-Unis en France. C'était une piste qui n'avait même pas été envisagée par les équipes de la ministre, qui était en charge du dossier. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi que les responsables politiques aillent sur le terrain. C'est ça. Vous avez du courage politique, c'est ça. Alors, j'allais vous appeler René Chiche, mais non, c'est l'autre. Des vraies voix, c'est pas le même. Arnaud Chiche, forcément, ces résolutions qu'on a envie de porter devraient, en tout cas, éveiller le courage chez certains. Oui, qui serait inspiré, parce que quand on voit les événements politiques très récents, c'est bien la preuve que quand on ne tient pas compte des priorités des citoyens, comme celle que nous explique Pierrick sur les thématiques du handicap, c'est bien la preuve qu'à un moment donné, on va dans le mur. Et c'est ça qui est absolument effroyable. Quand on entend Pierrick qui explique qu'on doit encore se battre aujourd'hui pour de l'accessibilité, c'est quand même un reflet assez extraordinaire sur le fait que les politiques publiques, elles sont quand même un peu déconnectées parfois, et que chez les politiques, il y a quand même un certain don pour l'incapacité à s'occuper des choses qui préoccupent le quotidien des citoyens. C'est ça. Et donc oui, écoutez, encore une fois, le contexte politique est très inquiétant. Il faut de la volonté. Il faut de la volonté. Bon, mais Arnaud, sur les questions de santé, parce qu'on le sait, ça a été voté. Toutes les résolutions ont été votées à 100%. Donc aujourd'hui, sur la santé, c'était vraiment, il y avait un engouement de la part des associations de santé, de la part de la patientèle, des utilisateurs, mais aussi des autres associations. Qu'est-ce qui a avancé? Est-ce que des messages ont réussi à être portés? Est-ce que vous sentez une amélioration entendue? Allô Arnaud, il ne nous entend plus. Je vous entends. Non, c'est une blague, Arnaud. Je vous entends, mais ils font n'importe quoi. Non seulement ils n'en tiennent pas compte, mais en plus ils font n'importe quoi. Ils font l'inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, Arnaud, la réponse est non. La réponse est non. Ils ne tiennent pas compte des résolutions. Ils font semblant de ne pas les lire. On leur dit qu'on manque de médecins. Moi, je reçois tous les jours des témoignages de mamans, d'étudiants recalés au concours de médecine parce qu'il leur manque 0,10 points et qu'ils vont devoir aller à l'étranger, et après on pleure parce qu'on a des déserts médicaux et on n'a pas de médecins dans les urgences. Ils font n'importe quoi. Ça fait 1 an que je leur dis que le débat sur la fin de vie, le temps institutionnel passé sur ce débat de mener de manière complètement stratosphérique était du temps perdu, et qu'il fallait plutôt s'intéresser à augmenter les effectifs dans les hôpitaux. Ils ne le font pas. Et là, maintenant, il y a une dissolution parce qu'on se rend compte que le Rassemblement national est en tête partout, et on se dit, oh là là, oh mon Dieu, comment on va faire? Et puis on a 3 semaines pour rassurer le peuple en disant, vous inquiétez pas, on a compris. Donc voilà. Est-ce que vous croyez pas que ce qui joue, vous parliez notamment de la loi fin de vie, vous êtes beaucoup prononcé dessus sur les réseaux sociaux, quand on voit que, si je ne m'abuse, il faudrait 1,1 milliard pour équiper la France en soins palliatifs, mais qu'on a mis 1,4 milliard pour se baigner dans la Seine, on se dit pas qu'il y a peut-être des priorités qui sera à revoir.
Non, mais non, mais c'est vrai. Je donne des chiffres. Si mes chiffres sont faux, faut les dire. Oui, on aurait voulu les voir sur l'accessibilité. D'accord, Philippe, mais à ce moment-là, il fallait pas postuler pour organiser les Jeux Olympiques en France. Et organiser les Jeux Olympiques, ça peut aussi être un élément. On faisait le triathlon au bord de la mer à Marseille, par exemple. Allez. Tout à fait, mais ça peut aussi être un élément fédérateur pour un peuple. Mais il est certain que l'exemple fin de vie, pour moi, il est excellent parce que c'est clairement un exemple où il y a eu aucune prise en compte de l'existence sur le terrain. D'une part, c'est-à-dire que le rationnel de départ est faux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on gère la fin de vie aujourd'hui en France. Et ensuite, ils ont écouté des idéologues, des gens comme Falorni, qui étaient obsédés par le fait de pouvoir provoquer la mort, et on n'a pas écouté des chefs de service de réanimation, des chefs de service de soins palliatifs, et c'est vraiment pour moi un travail pratique de l'incapacité des politiques à s'enquérir des messages de mouvements citoyens comme les nôtres, comme le G500, comme le collectif Santé en danger. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. C'est des vraies voix citoyennes sur ces résolutions, le G500 qu'il porte depuis 1 an, et finalement les choses avancent un petit peu. On en parlera dans un instant, à tout de suite. Là, on parle santé, notamment avec Franca Vissière. On a également Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger. Franca Vissière, des papillons de jour. Quand vous entendez toutes ces résolutions qui ont été prises il y a 1 an, prise en compte, on a quand même pas trop mal avancé quand même, non? Globalement. Nous, oui. Oui, bah nous, évidemment. Nous, oui. En face, voilà. En face, j'attends. Et en plus, on est d'accord avec nous-mêmes, c'est ça qui est bien. Et en plus, on est d'accord avec nous-mêmes, oui. Quelle résolution vous avez envie de porter parmi toutes celles qui sont importantes? Je pense qu'au Papillon de jour, on est très sensible à l'éducation et aux enfants. Oui. Et je pense que trouver une solution pour chaque enfant, pour qu'ils puissent justement s'épanouir, apprendre dans des bonnes conditions. Je pense que c'est ça la résolution. Donc je dirais se doter d'un objectif national, un enfant, un AESH, afin de tendre vers une solution pour chaque enfant dans le respect d'un accompagnement de qualité, pouvant faire appel néanmoins à une pluralité des solutions pédagogiques et médico-sociales. Autrement dit, faire rentrer aussi le médico-social à l'école. Oui, Mona est d'accord. Je dis bravo et merci. Parce qu'il y a encore 7 enfants sur 10 qui n'ont pas de solution, et on est au 21e siècle. Et voilà. Arnaud Chiche, une résolution, mon cher Arnaud, ça va pas être prioritaire. Alors il y en a beaucoup, parce qu'il y a le vrai Ségur de la santé qui bosse encore en ce moment. Vous m'autorisez à 2 ou pas? Ça m'étonne pas, t'en as toujours 2, on le savait. Et moi, il en faut toujours plus pour lui. En fait, Arnaud. En fait, hier, j'étais à une réunion samedi soir à Toulouse avec une aide-soignante dans une EHPAD. Elle me racontait que parfois elle était seule pour 70 malades, 70 patients dans les EHPAD. Première résolution, augmenter les effectifs pour faire en sorte qu'il y ait moins de patients pour les infirmières et les paramédicaux. Deuxième résolution, comme on a des déserts médicaux et des manques de tout dans les hôpitaux, on supprime réellement le concours de médecine pendant le temps qu'il faut pour repeupler la France en médecins, et on arrête de foutre par terre des étudiants français qui sont obligés d'aller à l'étranger. Churchill, il disait, là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Donc moi, j'aimerais sentir de la volonté politique. Eh ben, dis donc, il a fait court. Qu'est-ce qui se passe? On a presque été étonnés. Mais parce que vous allez voir, il y a une petite surprise à la fin de l'émission qui concerne particulièrement Arnaud Chiche. Arthur Moraglia, vous, la résolution, c'est quoi? La plus importante? Et puis aussi, d'ailleurs, pour la question de la réforme des institutions et de la justice, dans lequel Démocratie ouverte, dont Arthur Moraglia est le coprésident, s'était beaucoup investi. Et qui était un grand débat du G500. Justement, nous avons Laurent Sebag en ligne également. Donc, débat intéressant, mais plein de résolutions. Et Laurent est là. Il n'a pas changé depuis 1 an, d'ailleurs. Non. Cette résolution, alors, Arthur ou Laurent Sebag? Lequel des deux veut commencer? Alors, peut-être juste recadrer quelle était la place de Démocratie ouverte dans cette interorganisation. C'est-à-dire que nous, quelque part, on était le garant de l'expertise, de la co-construction, de l'intelligence collective et de toutes les méthodes qui ont permis de faire émerger avec l'ensemble de ces acteurs, citoyennes, citoyens, corps intermédiaires, organismes de la société civile, des propositions. Et il y a eu une demi-journée notamment qui a été consacrée à la réforme des institutions, et c'est ça qui était très intéressant. Il y a quand même 6 points qui sont à noter.
La première, c'était d'organiser une convention citoyenne sur le fonctionnement de la démocratie, modifier le calendrier électoral pour permettre de faire passer les élections législatives avant les élections présidentielles. C'est fait. Ça, c'est une résolution. On a réussi. C'est un peu grâce à nous. On a quand même pas fait exprès, mais c'est fait. Et d'autres, mais notamment la démocratie à l'école. Il y a beaucoup de choses qui ont été poussées. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on a une véritable garantie sur le processus démocratique pour aboutir à ces propositions. Et pour faire le lien, je pense que comme vous aviez aussi des questions sur l'inscription des listes électorales, et que c'était une mesure qui était portée aussi par Handicap, République et Société, Pierrick et Franca, et l'ensemble des associations, c'est la possibilité de faire des procurations différemment, voire d'aller jusqu'au vote électronique pour les personnes en situation de handicap qui ont beaucoup de difficultés. Allez. Laurent Sebag. Pour parler de justice, est-ce qu'on a un peu avancé? Alors le G500 citoyen, oui, mais du côté de la place Vendôme, est-ce que ça a bougé? Eh bien, sans surprise, absolument pas, cher Philippe. Merci à vous pour ce moment de partage. J'aurais aimé être très optimiste ce soir, mais ce qui est plutôt salutaire, c'est que ça nous promet encore de beaux et longs moments de travail tous ensemble pour faire avancer les choses en matière de justice. Non, on avait quelques propositions phares à porter, elles n'ont pas été entendues malheureusement. La première, c'était de consacrer enfin pleinement l'indépendance de la justice. D'abord parce que on est à un moment assez charnière politiquement, et j'ai envie de dire, vu ce qui s'est passé hier soir et le séisme politique d'hier soir, et ce qui nous attend pour les semaines et les mois à venir, l'indépendance de la justice, elle est encore plus que d'habitude nécessairement consacrée, parce que on ne sait pas demain qui va exercer le pouvoir, et il faut impérativement préserver la justice de toute pression politique, plus que jamais. Et donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir enfin mettre un terme définitif à ce lien entre le pouvoir exécutif et le parquet par l'intermédiaire du garde des Sceaux. Alors évidemment, on n'est pas des fous furieux à un monde de la justice. L'idée, c'est pas de consacrer le gouvernement des juges et de dire qu'à un moment donné, la justice va pas dépendre aussi des envies populaires. Mais c'est de rattacher cette question-là davantage à la représentation populaire des assemblées qu'au pouvoir exécutif, qui va au gré de quelques élections et parfois au mépris de certains fonctionnements constitutionnels. Donc c'est évidemment pour nous plus que jamais une donnée à apporter. Et puis il faut aussi restaurer son essence démocratique à cette justice. Il y a une crise de confiance incommensurable depuis des décennies sur cette question-là. Il faut rapprocher le citoyen de sa justice. Évidemment, ça suppose de généraliser des expériences qui fonctionnent. On a des comités d'usagers qui se créent dans certains tribunaux, et je cite avec grand cœur le tribunal judiciaire de Lyon, qui est une expérience phénoménale qui fonctionne bien. Ça, il faut le généraliser impérativement. Et puis surtout, pour mettre un terme au populisme judiciaire, qui fait suite maintenant au populisme politique, il faut impérativement que les citoyens aient une instruction judiciaire, comme ils ont une instruction civique, et ça se fait à l'école. Et je le dis avec d'autant plus d'importance, me semble-t-il, qu'on a Mona Jaffarian sur ce plateau ce soir. Absolument. Et qu'elle est l'exemple criant de la nécessité de préserver la justice des pressions politiques, parce que sinon, on peut parler de la police des mœurs en Iran, on ne parle pas assez du fonctionnement de la justice en Iran, qui est le bras armé de la complicité politique. Voilà, on a déjà trop dit. D'avoir fait relativement court, mais il fallait rendre compte de toute cette actualité. Beaucoup. Et puis une petite annonce. Et puis en vous remerciant encore pour cette belle émission, vous annoncez à tous et à toutes que donc avec notamment Sud Radio et beaucoup de partenaires, eh bien on lance la préparation du 3e sommet donc citoyen. C'est dans un an pile et ça sera à Lille donc du 12 au 14 juin. Avec tous ceux qui sont là et beaucoup de... Et pendant tout ce temps, des réunions thématiques sur tous ces grands sujets suivis par Sud Radio. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci beaucoup. On est très en retard. François Trio est rentré dans le studio. Bonsoir François. Oui. Pardon pour le retard. Ah non, mais moi ça va être très léger parce que c'est les phases finales. La Bretagne investit le top 14. Et on va parler de la qualification sur le fil du Racing avec des invités. Bref, sincèrement, on va se détendre. On va se détendre. Dans cette actualité un petit peu sombre. Magnifique. Et on a hâte de vous entendre. Allez, merci à tous nos invités. Philippe, David, on se retrouve demain à partir de 17h. Passez une très belle soirée. Merci beaucoup à Maxime et à notre équipe. Bonne soirée à tous. Salut, à demain.